Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder un chapitre intitulé les troubles hydroélectrolytiques. Donc c'est un cours, c'est un exposé qui est destiné aux étudiants de 3e année de médecine. C'est le module sémiologie médicale. Alors ce chapitre a été scindé en deux parties. La première partie, donc nous allons aborder les troubles d'hydratation. Et dans la deuxième partie, on va aborder les troubles concernant les électrolytes, essentiellement portant celles sur le sodium et celles du potassium. Alors, il faudrait d'abord savoir que ce chapitre des troubles hydroélectrolytiques porte un intérêt très important dans la pratique courante et surtout en théorie. Puisque c'est un motif qui est très fréquent d'hospitalisation et ce sont des anomalies qui sont qu'on les voit à tout âge, du nouveau-né jusqu'au sujet sénile, d'une part, et d'autre part, ce sont des anomalies qui peuvent être conséquentes de pathologies générales, de diverses maladies, ou bien elles peuvent être elles-mêmes pourvoyeuses de pathologies ou d'anomalies que vous verrez dans le cycle clinique. Alors, pour commencer, il faudrait savoir afin de maîtriser et de connaître un peu les mécanismes physiopathologiques, il faudrait un certain prérequis, des connaissances en physiologie, des systèmes hydriques, des secteurs hydriques, et des ions de l'organisme. Je pense que vous avez déjà fait ça en sciences fondamentales. Toujours est-il, on va faire un petit rappel. Donc un petit rappel en physiologie, puis on va aborder la physiopathologie. Tout d'abord, il faut savoir que le secteur liquidien dans l'organisme sont répartis en deux grands secteurs. Le secteur cellulaire ou intracellulaire, et il y a le secteur extracellulaire. Ce dernier comporte à lui deux secteurs, le secteur interstitiel et le secteur vasculaire. Alors la répartition elle est faite par rapport au secteur intracellulaire, il comprend 60% de l'eau totale. Donc les cellules comprennent 60% de l'eau totale de l'organisme, qui correspond à 40% du poids corporel. Et le secteur extracellulaire, quant à lui, est réparti en deux. On l'a déjà dit, un secteur vasculaire qui comprend 5% et le secteur interstitiel 15%. Alors, ces petits pourcentages diffèrent un petit peu par rapport à l'âge, par rapport au sexe. Exemple ici, l'eau représente 60% du corps pour un homme d'âge moyen. Pour le nourrisson et le nouveau-né, ça va jusqu'à 75% du poids corporel. Chez la femme, un peu moins, c'est à peu près 55 voire 50% de l'eau totale. Le pool hydrique de l'organisme, il y a des entrées, il y a des sorties. Ils sont régulés par des hormones, ils sont régulés par des neurotransmetteurs. Les apports sont essentiellement assurés par l'alimentation, par les apports, donc les boissons, les aliments, tout ce qui vient par le système digestif. Il y a une petite partie qui est à peu près 15 à 20%, elle est due au métabolisme, tissulaire. Il y a de l'eau qui vient de l'oxydation. Et les sorties, ou les bilans de sortie, ou bien les pertes, on en trouve des pertes qui sont dites obligatoires, dues au métabolisme de base, comme la respiration, les transpirations cutanées, les fesses, c'est les pertes intestinales. Et il y a des régulations qui sont régulées
en fonction des apports et des besoins de sortie, essentiellement par l'urin. C'est de nombreuses hormones comme l'antidiurétique hormone, le facteur antinatriurétique et le système rénine-angiotensine. Pour parler donc des mouvements de l'eau, l'eau elle bouge au niveau de l'organisme d'un compartiment à un autre via des mécanismes et via des lois, donc physiques et chimiques. Quand on parle du milieu intracellulaire, l'hydratation du milieu intracellulaire, donc on va parler d'osmose. Je pense que vous connaissez déjà ou vous avez déjà abordé cette notion. Donc c'est quoi l'osmose? L'osmose, donc c'est un mouvement de l'eau de part et d'autre d'une membrane semi-perméable qui va du milieu le moins concentré vers le plus concentré. On parle donc des milieux hypotoniques et d'un milieu hypertonique. Par contre, l'hydratation extracellulaire, elle obéit à la loi de Starling et on ne parle pas à ce moment-là d'osmose, mais on parle donc de pression. C'est beaucoup plus des pressions hydrostatiques et des pressions oncotiques qu'on va voir plus tard. Alors schématiquement, ici, on a un compartiment donc qui contient deux secteurs, l'un hypotonique et l'autre hypertonique, comme vous voyez sur le schéma, celui de gauche. Et il y a une membrane séparée par une membrane semi-perméable. Et vous voyez qu'à un certain moment, l'eau, elle va suivre, plutôt elle va bouger du milieu hypotonique, qui est le moins concentré, vers le milieu le plus concentré. Et ça, c'est dû à la différence donc, de concentration. Et c'est ça l'osmose. Mais à un certain moment, si on va laisser tel que, vous allez remarquer sur votre droite que le niveau d'eau qui est monté, il va redescendre de petit à petit parce que la membrane, elle n'est pas imperméable et donc les particules, les osmoles, donc, vont se répartir d'une manière égale et l'eau va tendre aussi à l'égalité et à l'équilibre. En ce qui concerne le vaisseau, c'est un peu différent. Comme on a dit précédemment, ce n'est pas l'osmose, mais c'est beaucoup plus les phénomènes, donc les lois de Starling, Frank Starling. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du vaisseau? Donc, dans le milieu vasculaire, il y a des pressions qui régissent de part et d'autre de la paroi vasculaire. Il y a la pression donc, osmotique, et il y a la pression hydrostatique. Donc cette pression osmotique ou la pression oncotique au niveau de l'extrémité artérielle, on va la trouver un peu basse. Et donc dans l'extrémité vénulaire, elle est un peu plus élevée. Et il y a ce qu'on appelle une pression de diffusion et une pression de flux. Donc la somme algébrique des deux va nous donner donc la pression de filtration nette et donc on voit que le sang passe de part et d'autre de la membrane de la paroi vasculaire, donc du milieu vasculaire vers le milieu interstitiel suite à une différence de pression positive. Par contre, dans le versant vénulaire, c'est le contraire, c'est une pression qui est négative et donc l'eau va rentrer à l'intérieur du vaisseau du fait est que la pression à l'extérieur, dans le milieu interstitiel, elle est amplement supérieure. Alors, pour les notions d'osmolalité et osmolarité, donc c'est une quantification par rapport à un poids ou par rapport à un volume. Donc, quand on parle d'osmolalité, c'est le nombre de substances qui sont actives, donc osmotiquement actives par kilo de solvant. Par contre, quand on parle d'osmolarité, c'est par litre. Et en pratique courante, à vrai dire, on peut assimiler les deux. On peut parler de la même chose en pratique, mais en théorie, c'est deux choses différentes. Alors, en ce qui concerne l'osmolalité, donc c'est 2 fois l'anatrémie,
plus la glycémie, donc qui est égale à 285 milliosmoles plus ou moins 5. Et ici, on a un schéma représentatif donc des différents comportements d'eau de part et d'autre du milieu intra- et extracellulaire. Alors, vous avez au milieu un état un état d'équilibre. Vous avez une osmolalité de part et d'autre de la membrane qui est la même. Et donc, ça correspond à la natrémie, 2 fois la natrémie plus la glycémie. Quand vous avez des états, par exemple, si on prend le milieu extracellulaire, là en haut, comme vous voyez, et alors je vais essayer de vous montrer ici. Ici, vous avez des états, par exemple, d'hypernatrémie et d'hyperglycémie. Ces états d'hypernatrémie donc, vont entraîner une hyperosmolalité extracellulaire et va faire que l'eau va tendre au mouvement du milieu intracellulaire vers le milieu qui est le plus concentré, et le milieu donc intracellulaire va se vider un peu de cette eau et va créer un état de déshydratation intracellulaire. Le contraire, donc dans les cas où le sel manque au milieu extracellulaire, on a une osmolalité qui est un peu basse, donc une hypotonie. L'eau va passer du milieu hypotonique vers un milieu qui est hypertonique par rapport à celui-là et va créer un état d'hyperhydratation intracellulaire. Vous remarquez ici, quand on parle du milieu intracellulaire, on parle d'osmolalité. Vous allez voir, quand on parle du milieu extracellulaire, il n'obéit pas aux lois d'osmolalité, mais beaucoup plus au sel. On va voir dans les plaques à suivre. Alors, revenons à l'osmose. On a dit que l'osmose, donc, c'est un phénomène de diffusion de l'eau qui doit créer un état d'équilibre entre la pression de diffusion et la pression de flux. Et quand on a une hyperosmolalité extracellulaire, ça veut dire l'eau, elle va quitter l'intracellulaire pour partir à l'extracellulaire. Et le contraire est vrai. Donc, quand on a une hypoosmolalité extracellulaire, l'eau, elle va vers l'intracellulaire. Alors, toujours dans l'hydratation extracellulaire, ici, on ne parle pas d'osmolalité, mais on parle donc de bilan sodé. D'accord ? Quand on a un bilan sodé positif, ça veut dire il y a un excès en sodium, on aura une hyperhydratation extracellulaire. Et quand on a un bilan sodé négatif, une perte de sel, donc on aura pour conséquence une déshydratation extracellulaire. Alors, comme on l'a dit dans les plaques précédentes, l'hydratation intracellulaire dépend de l'osmolalité et pas au bilan sodé. Et donc ces 2 points, il faut les nuancer, il faut les différencier. Alors, pour les mouvements hydriques, ça c'est un schéma récapitulatif. Alors, vous voyez sur votre droite, on a le milieu intracellulaire qui a une certaine osmolalité. Et par rapport à la pression osmotique de part et d'autre donc de la membrane cellulaire, il va y avoir un mouvement d'eau, soit vers le milieu intracellulaire ou le milieu extracellulaire en fonction de la pression osmotique et donc de l'osmolalité. Par contre, ici, dans le milieu extracellulaire, que ce soit vasculaire ou bien interstitiel, comme on l'a dit, ça dépend beaucoup plus de la pression oncotique qui est due aux protéines et donc des molécules chargées et de la pression hydrostatique. Alors, une baisse de l'une ou une augmentation de l'autre va permettre donc des mouvements d'eau ou des échanges entre le secteur vasculaire et le secteur interstitiel. Alors, on continue. Donc, le bilan d'eau, il est régi par donc, certains médiateurs et certains facteurs donc, qui vont influencer les entrées et les sorties.
Alors, on parle d'un bilan nul, et ce qui doit être dans la normalité. Les entrées doivent être égales aux sorties. C'est-à-dire, si une personne reçoit comme entrée 2 litres d'eau par jour, elle doit donc en faire sortir 2 litres. Donc le bilan d'entrée doit être égal au bilan de sortie. Dans le cas contraire, si on a des entrées qui sont supérieures aux sorties, donc on va avoir un cumul d'eau et par conséquent, il y aura des expressions cliniques à type d'œdème, à type de troisième secteur, des épanchements, etc., qu'on va voir. Et si le contraire, dans le cas contraire, si on aura des petites entrées, par contre des grandes sorties, on va avoir des déficits et par conséquent des états, ce qu'on appelle de déshydratation. L'entrée, elle est donc principalement assurée par l'alimentation, donc les apports hydriques, tout ce qui est alimentaire, etc. Et elle est régulée principalement par le mécanisme de la soif, d'accord? Alors, donc ce mécanisme de la soif, il dépend donc de 3 principaux donc régulateurs. Le premier régulateur, c'est au niveau de l'hypophyse, par ce qu'on appelle des osmorécepteurs, et il va agir sur l'osmolalité plasmatique. Et donc, en cas d'élévation, il va y avoir une activation de la soif. Deuxième mécanisme, c'est le sinus coronaire, qui va agir sur ce qu'on appelle des volorécepteurs et par conséquent sur la volémie. Et dans les cas où on a par exemple des hypovolémies, par exemple dans les cas des hémorragies, etc., où il y a un manque de volémie, pour avoir ce qu'on appelle une expansion volémique, le sinus coronaire, donc il y aura des récepteurs et qui va donc stimuler l'apport d'eau. Alors, en troisième régulateur, on a au niveau du cœur et de l'oreillette gauche, l'aorte et le sinus carotidien, on aura un stimuli sur les pressions et ce qu'on appelle les barorécepteurs et qui va agir sur la tension artérielle en élevant la tension artérielle. Alors, pour le bilan de sortie, donc il y a plusieurs modes de sortie de l'eau. Il y en a cutanées par des pertes, des sueurs, etc., du métabolisme. Le respiratoire, les respirations, etc. Digestive, c'est les fesses et les pertes digestives. Et le rein, c'est le principal régulateur. Donc, c'est celui qui régule les sorties en eau. Alors, la réabsorption de l'eau au niveau donc, du tube contourné distal et du tube collecteur, elle est essentiellement faite par l'hormone antidiurétique. Et donc, cette hormone aussi, elle est régie par des facteurs qui sont la volémie, la tension artérielle et l'osmolalité plasmatique. Alors, ça c'était pour le chapitre donc, de la physiologie et la physiopathologie. Maintenant, on va aborder les premières anomalies qui sont les déshydratations extracellulaires. Alors, c'est quoi une déshydratation extracellulaire? Donc, c'est une diminution du volume d'un compartiment extracellulaire. Alors, il peut être dû soit au niveau vasculaire ou interstitiel. Il est dû à un bilan sodé négatif. Rappelez-vous, on a dit pour les secteurs extracellulaires, on ne peut pas parler donc de déshydratation, d'hyperhydratation, de problèmes d'hydratation au niveau d'extracellulaire si on ne parle pas de sodium. Inéluctablement, l'eau elle est associée au sodium. Alors, si on a une perte de sodium, donc il y aura un bilan sodé négatif. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc l'eau, le secteur extracellulaire va devenir un peu hypotonique et l'eau va passer donc du milieu intracellulaire du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et par contre ici, les pertes isoosmotiques, donc c'est des pertes qui sont proportionnelles. L'eau
va emporter le sodium d'une manière isotonique et proportionnelle sans pour autant modifier donc, la concentration extracellulaire. Donc, on aura ce qu'on appelle une natrémie qui est normale. Je m'explique. Si vous avez une perte proportionnelle du sodium avec son eau, avec le solvant, donc vous aurez une concentration qui est la même. Ça veut dire la concentration, même si le sodium va diminuer, son solvant, il va diminuer proportionnellement. Donc la concentration du sodium au niveau du secteur extracellulaire, qui est le secteur vasculaire, va être donc isotonique et inchangée. Et on va dire qu'il y a une natrémie, elle est normale. Et comme la natrémie restera normale, le volume du secteur intracellulaire, il restera inchangé. C'est très important. Alors, c'est quoi une notion de troisième secteur? C'est un compartiment donc, qui va se créer brutalement, soit au niveau donc, du milieu interstitiel. Et bien sûr, il n'y aura pas un équilibre entre ces milieux extracellulaires. On les voit dans des pathologies comme les péritonites, les pancréatites, les occlusions. Et on aura une constitution, surtout abdominale, d'un secteur qui va à lui chambouler toute cette, ce mécanisme d'équilibre entre les liquides. Alors, pour le diagnostic des déshydratations extracellulaires, le diagnostic positif est clinique. Il ne dépend ni de biologie, ni de rien d'autre. Il est clinique. Alors, comment on fait? Alors, il faut être bien sûr avoir un minimum de données anamnestiques, le contexte de déshydratation. Alors, les signes cliniques sont surtout la perte de poids. Elle est parallèle donc, au degré de déshydratation. Donc, devant une suspicion d'une déshydratation, on doit prendre le poids, avoir le réflexe de la prise de poids. Et dans des déshydratations sévères, on peut faire des prises de poids répétées, etc. pour suivre donc l'évolutivité de la perte du poids. C'est un paramètre qui est très très sensible, surtout chez les plus jeunes, chez les nourrissons et les nouveau-nés. Ça reflète le degré et la gravité de la déshydratation extracellulaire. Le signe du pli cutané, c'est quoi ce signe? Donc, c'est un signe quand on fait une pincette au niveau de la peau. La peau, elle va rester pincée. Elle va perdre un peu de son élasticité. Ça prouve qu'il y a une perte de l'eau. Et c'est un signe qui n'est pas vraiment qui est vraiment interprété avec prudence, parce que chez les obèses et qui ont un panicule adipeux très important, ça peut être sous-estimé, ou bien chez les sujets âgés qui sont dénutris, il peut être surestimé. Alors, vous le voyez ici en schéma, vous voyez ce nourrisson sur votre gauche, où il y a un pli. Donc, quand on a pris la peau, elle est restée telle que, elle n'a pas repris donc sa forme normale. Ça, c'est un des signes de déshydratation extracellulaire. Vous le voyez ici au niveau du membre. Alors, il y a ce qu'on appelle l'hypotonie des globes oculaires. Là, donc, une hypotension artérielle orthostatique, puis de décubitus. Une tachycardie compensatrice réflexe, c'est normal. Comme il y a un problème de pression et de volémie, donc le cœur va un peu s'emballer pour compenser donc, cette hypotension et hypovolémie. Alors, le choc hypovolémique, il survient lorsque les pertes liquidiennes sont supérieures à 30%. Donc, il faut faire attention. Donc, le diagnostic doit être fait précocement. Il ne faut pas arriver au choc hypovolémique, il faut restituer dans le capital hydrique, sinon on risque d'arriver jusqu'au choc. L'aplatissement des veines superficielles qui deviennent collabées
Et ça, c'est un peu urgent. Pourquoi? Parce que des fois, on est amené à avoir des patients en urgence qui viennent déshydratés. Et quand on veut leur faire des voies veineuses, on trouve vraiment des difficultés parce que les veines sont vraiment très très aplaties. Alors l'oligurie, bien sûr, elle est là si l'origine elle est extra-rénale, parce que quand l'origine elle est rénale, donc il n'y a pas de contrôle du rein et il y aura des pertes. La baisse de la pression veineuse centrale, ça on l'a déjà dit. Alors par contre, la biologie elle est non spécifique. Comme on a dit, le diagnostic des déshydratations extracellulaires est essentiellement clinique. On aura ce qu'on appelle un syndrome d'hémoconcentration, ça veut dire une élévation de l'hématocrite qui sera supérieure à 50%. On peut avoir une hyperprotidémie qui est supérieure à 70%. Et on aura une natriurèse effondrée, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à 20 millimoles. Elle est due à donc c'est le rein qui va essayer de recapturer tout le sodium excrété. Donc il va essayer d'éliminer le moins possible. C'est pour ça qu'on va avoir une natriurèse qui est inférieure à la norme. Et ça, c'est surtout quand le rein il est fonctionnel, c'est-à-dire quand l'origine de cette déshydratation extracellulaire n'est pas d'origine rénale. Alors les causes. Les causes, on peut avoir trois grandes causes. Bon, j'en ai mentionné ici que les causes extra-rénales et rénales. La troisième, on en a parlé précédemment, c'est le troisième secteur. Alors, pour les pertes extra-rénales, les causes extra-rénales, alors c'est surtout digestive et cutanée. Donc, digestive, c'est l'apanage des vomissements, des diarrhées, des aspirations, c'est-à-dire des aspirations digestives. Des fois, on fait des aspirations avec les sondes nasogastriques, les fistules et le traitement par les laxatifs. Alors, ça va créer tout ça, c'est des pertes digestives qui vont créer donc des états de déshydratation et c'est assez classique et c'est très fréquent en pratique courante. Les pertes cutanées, c'est les grandes sudations, les brûlures, les états de brûlure donc, qui vont induire donc, ces états de déshydratation. Les dermatoses, ça veut dire ce sont des affections cutanées étendues qui ne sont pas, c'est-à-dire localisées, qui sont très étendues et qui vont donc altérer les pertes cutanées, qui va être très très important, et bien sûr certaines maladies comme la mycoviscidose. Par rapport aux pertes rénales, donc les pertes rénales, on peut avoir deux grandes causes. C'est quand le rein il est malade lui-même. Donc on aura donc ce qu'on appelle des affections rénales, comme les insuffisances rénales, etc. Et on peut avoir des trucs ce qu'on appelle fonctionnels, comme l'utilisation des médicaments, les diurétiques entre autres, et la perfusion du mannitol. Alors ça, c'était pour les déshydratations extracellulaires. Rappelez-vous ce qu'on a dit, on ne parle pas de secteur extracellulaire si on ne parle pas de bilan sodé. Alors, le bilan sodé, ici, rappelez-vous qu'il est négatif, alors que la natrémie, elle est normale. Pour les hyperhydratations extracellulaires, alors qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire, c'est une augmentation du volume du compartiment extracellulaire. Alors, qui va se traduire par des œdèmes généralisés. Alors, l'hyperhydratation extracellulaire est due à une rétention iso-osmotique, donc de l'eau et du sodium bien sûr, et qui se traduit par un bilan sodé positif. Ici, la natrémie, elle est normale si le désordre il est pur. Bon, c'est un peu compliqué, elle peut être un peu élevée ou abaissée, mais vous allez voir ça dans le module de néphrologie, donc on ne va pas trop s'étaler ici. Pour vous, rappelez-vous à ce stade que la natrémie ici, elle est un peu normale, comme on a vu dans les déshydratations extracellulaires, et à la seule différence qu'ici, il y a une rétention d'eau et que le bilan sodé, il est positif.
Alors, le diagnostic, il est clinique. Donc, le diagnostic positif, il est clinique. On a ce qu'on appelle un syndrome œdémateux qui va de simples œdèmes, par exemple des membres inférieurs, des membres supérieurs. On peut avoir des œdèmes donc généralisés, ce qu'on appelle des états d'anasarque. On peut avoir donc des œdèmes partout, dans les séreuses, etc. Alors, la prise de poids, elle peut être rapide. Donc, dans des syndromes néphrotiques que vous allez voir en néphrologie, on peut avoir une prise de poids allant jusqu'à 2 kg par jour. C'est vraiment très impressionnant. Pour les problèmes, les signes vasculaires, on aura des signes d'hypertension, une turgescence des jugulaires et un reflux hépatojugulaire. C'est des signes à peu près d'une insuffisance cardiaque droite. Pour le secteur interstitiel, on aura des œdèmes périphériques, essentiellement qui seront déclives au niveau des membres. On peut avoir un œdème pulmonaire. Donc, la valeur sémiologique, c'est des crépitants qui montent donc de base jusqu'au sommet en fonction de la sévérité et de l'importance. Et on peut avoir des œdèmes des séreuses au niveau de la plèvre, de péricarde, toutes les séreuses. Et on peut avoir jusqu'à des polysérites ou des états d'anasarque. Alors ici, on vous montre des œdèmes qui sont d'origine rénale et qui ont des caractéristiques sémiologiques qui sont mous, c'est-à-dire qui ne sont pas fermes, qui sont blancs. Par contre, les œdèmes cardiaques sont rouges, ils sont indolores, c'est-à-dire il n'y a pas de douleur à la pression quand on les touche. Par contre, les autres œdèmes sont un peu douloureux. Ils prennent le godet, comme vous voyez ici à l'image. Donc, la prise du godet, ça veut dire quand on fait une pression, ou bien des fois, le patient, quand il vient, quand il enlève sa chaussette, il y a la trace de la chaussette, ou ici, on a la trace du doigt. Ça, c'est ce qu'on appelle la prise du godet. Ils sont généralement bilatérales, symétriques et déclives, ça veut dire dans les parties déclives du corps. Alors, les causes devant des œdèmes, il faut explorer 3 organes et il ne faut pas oublier l'origine médicamenteuse. Donc, les 3 organes en cause, rappelez-vous, c'est le cœur, le rein et le foie. Et donc, pour le rein, si on a des œdèmes d'origine rénale, c'est surtout les syndromes néphrotiques. On aura une protéinurie massive, ça veut dire une grosse perte de protéines, un nombre très important de déperdition rénale de protéines. La protidémie et l'albuminémie, donc au niveau du sang, elle est très diminuée. Et on aura un signe biologique d'une souffrance rénale qui est une élévation de la créatinémie. Par rapport au cœur, quand les causes sont d'origine cardiaque, c'est généralement des signes cliniques d'une insuffisance cardiaque droite ou bien d'une insuffisance cardiaque globale. Par rapport au foie, donc, quand on a une souffrance, surtout dans les cas d'insuffisance hépatique, donc il n'y a pas de production de protéines, etc., d'enzymes, et on aura donc des signes par exemple d'insuffisance hépatique, d'un état cirrhotique, etc. Alors, les médicaments, il ne faut pas oublier que les médicaments peuvent être pourvoyeurs d'œdème, surtout par exemple les traitements antihypertenseurs, la pilule, etc. Donc, il y a beaucoup de médicaments qui vont créer ces œdèmes. Et qu'est-ce qui va différencier ces causes? L'enquête, ce qu'on appelle l'enquête étiologique, c'est un interrogatoire qui est bien conduit. Alors, on a fini avec les troubles d'hydratation extracellulaire. Maintenant, on va aborder les troubles d'hydratation intracellulaire. Donc, on va commencer par les déshydratations intracellulaires. Alors, comme définition, c'est une diminution du volume intracellulaire qui est donc c'est l'eau qui va partir vers le secteur extracellulaire et due à une hyperosmolarité plasmatique efficace. Ici, l'osmolarité elle est supérieure à 300 milliosmoles par kilo, alors qu'on avait dit que la normalité elle était de 285. Donc, elle est due à une perte nette d'eau libre.
Donc le bilan hydrique, il est négatif et qui se traduit habituellement par une hypernatrémie. Alors, quand vous avez une perte d'eau au niveau du milieu extracellulaire, il va y avoir une hypernatrémie et cet état d'hyperosmolarité va se traduire donc par un mouvement de l'eau d'un milieu qui est plus concentré au moins concentré. Donc l'eau, elle va migrer vers le milieu intracellulaire. Alors les causes sont des pertes d'eau non compensées. Exemple, les pertes cutanées, les coups de chaleur, les hyperthermies, les polypnées et par exemple des maladies générales comme le diabète ou l'utilisation du mannitol. Les apports excessifs de sodium, c'est iatrogène. Des fois, quand on a des patients hospitalisés, on fait ce qu'on appelle des hydratations ou on donne des apports de base par voie parentérale. Et des fois, on va donner trop de sodium et on va créer des états d'hypernatrémie. Donc, il faut faire attention quand on traite. Il faut pas verser vers l'excès parce que ça peut conduire à des états pathologiques comme cela. Et on les voit aussi dans les bains de dialyse. Quand on fait des dialyses, on donne du sodium et ça crée des états d'hypernatrémie. Alors, les déficits d'apport en eau, il n'y a pas d'eau, comme les sujets âgés, comme les nourrissons qui n'ont pas accès à l'eau. Un nourrisson, et si on ne lui donne pas de l'eau, donc il ne va pas avoir de l'eau, et il va y avoir des états donc, d'hypernatrémie et d'hyperhydratation intracellulaire. Alors, le diagnostic positif ici, par contre, il n'est pas clinique, mais il est biologique, et on a un trouble d'hydratation intracellulaire qui va se porter sur deux éléments. C'est l'osmolalité, comme on a dit, elle est élevée. C'est une osmolalité qui est supérieure à 300 milliosmoles par kilo. Et une hypernatrémie qui est supérieure à 145. Et des fois, elle peut être vraiment très majeure. Alors, pour les signes cliniques, on peut avoir parfois une soif qui est très intense. Les troubles neurologiques allant de la simple asthénie, somnolence, voire jusqu'au coma et des crises convulsives. On peut avoir de la fièvre. La sécheresse des muqueuses, c'est un signe qui est particulièrement présent, et en particulier dans la face interne des joues. Et on peut avoir un syndrome polydipsique et une perte de poids. Pour les hyperhydratations intracellulaires, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un excès d'eau, c'est toujours un excès d'eau. Donc, le corps va avoir un excès d'eau et il va passer au milieu intracellulaire. Il est dû, lui par contre, à une hypoosmolalité plasmatique. Et ici, on peut avoir une traduction biologique, donc c'est une hyponatrémie qui est inférieure à 135. Quelles sont les causes? Des fois, il y a des personnes qui ingèrent trop d'eau, qui en boivent trop et que le corps n'arrive pas à éliminer. Essentiellement, on a une pathologie psychologique, plutôt psychiatrique, qui est la potomanie. Ça veut dire que c'est des gens qui boivent beaucoup d'eau, qui peuvent aller jusqu'à 10 litres, 15 litres d'eau par jour et qui n'est pas régulée. Donc, il y a un apport excessif d'eau. On peut avoir des anomalies portant sur l'hormone antidiurétique qui est l'ADH, donc ce qu'on appelle c'est des sécrétions inappropriées, c'est le syndrome de sécrétion inappropriée de l'ADH, et on peut avoir un défaut d'excrétion d'eau, donc dans les hypovolémies, la réabsorption par le rein, donc elle est excessive. Alors associé à une déshydratation extracellulaire, ou bien un défaut rénal. C'est classique, c'est assez classique. Quand on a une insuffisance rénale chronique ou bien avancée, on ne va pas avoir une bonne diurèse et on va avoir donc une rétention. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle les hyperhydratations globales quand on a des défaillances ou bien des insuffisances de plusieurs organes comme l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et l'insuffisance hépatocellulaire. Le diagnostic il est aussi biologique. Alors, le diagnostic d'un trouble de l'hydratation intracellulaire, il est biologique. On a une osmolalité qui est un peu diminuée, qui est inférieure à 280.
avec une hyponatrémie qui est constante et des fois une hyponatrémie qui est sévère. Alors là, ici, la prise en charge, le traitement, on va faire ce qu'on appelle une restriction hydrique, parce que le problème ici, c'est l'eau, ce n'est pas le sodium. C'est dans les cas de d'hyponatrémie sévère où on donne du sodium avec des diurétiques. Mais si on a des hyponatrémies un peu légères, qui sont comprises entre 125, voire 128 et 135, on ne fait que des restrictions hydriques. Alors, les signes cliniques, ils sont non spécifiques, mais on peut avoir des signes, par exemple, un dégoût à l'eau. Il y a des personnes qui ont des goûts à l'eau, des nausées, des confusions, des céphalées. Alors, on peut avoir par contre des symptômes sévères, surtout d'ordre neurologique, qui peuvent aller jusqu'au coma. Alors, pour en conclure, on dirait que les troubles d'hydratation résultent des anomalies secondaires au mouvement d'eau et d'électrolytes. C'est très important. La connaissance des bases physiologiques, elle est fondamentale et impérative pour la compréhension donc, des mécanismes physiopathologiques. Donc si on n'arrive pas à cerner bien les bases physiologiques, chimiques et physiques, donc des compartiments hydriques, la compréhension donc, de ce cours va être un peu difficile. Et il faut dire qu'il y a une importance majeure des signes cliniques dans les troubles d'hydratation essentiellement donc extracellulaires, car la biologie est souvent non spécifique. Par contre, dans les troubles d'hydratation intracellulaire, c'est souvent un diagnostic biologique. Et je vous remercie.